Bonsoir. tardes. Bonsoir à tous. Buenas tardes, Marc. Bonsoir, ici, il fait nuit. Et merci à tous. Primero, muchas gracias, Monsieur Bayard, por sumarse a esta propuesta, a este Congreso Ibero-Latinoamericano de Diseño, donde tenemos, bueno, mucho interés por conocer a fondo, más a fondo, el concepto Slow Made y ver de qué manera podemos aplicar esos conceptos para agregar valor agregado a nuestros trabajos. Alors, bonsoir, Marc. Une petite question, primero. Vous êtes déjà venu en Argentine. Vous comprenez pas du tout l'espagnol? Il faut que je vous traduise tout ou vous comprenez un petit peu? J'ai une grande honte. J'ai fait 6 ans d'espagnol, donc je le comprends. Mais quand je suis allé en Italie, j'ai dû abandonner intellectuellement l'espagnol. Ok. Marc estudió un poquito el español, pero como se fue a vivir a Italia, cuando tuvo que ir a vivir a Italia, dejó de lado el español para aprender el italiano. Así que lo entiende un poquito, pero no lo habla, ¿no? Bueno. Je le lis et si... Parce que je ne suis pas une traductrice professionnelle, mais comme je connais et j'aime bien l'objet de cette rencontre, je vais tâcher de faire la liaison. ¿Eh? Le estoy diciendo que voy a ayudar a que todo el mundo nos entendemos, ¿no? Voy a hacer el link entre ustedes. Muchas gracias. Bueno, comenzamos. Sí, on commence. Hace más de 20 años comenzó a hablarse del movimiento Slow Made. ¿Cuál es la filosofía detrás del Slow Made? Concepto que sabemos que te pertenece y que se creó a partir de sus experiencias en Italia. Merci pour... C'est bon. Oui, c'est bon. J'ai compris. Merci d'abord de m'inviter et de vous intéresser à cette thématique du temps. Je laisse traduire, je fais des phrases courtes pour la traduction plus rapide, peut-être? Alors, agradece de haberlo invitado y sobre todo agradece que nos interesemos en la temática fundamental del tiempo, ¿no? El slow made, sí. En fait, c'est né de deux choses. C'est une histoire personnelle et c'est une histoire d'une rencontre avec l'Italie. Es una historia personal, es la historia de un encuentro de él con el país, con Italia. Donc, l'histoire personnelle, c'est que je me suis rendu compte personnellement qu'il me fallait du temps pour avoir une maturité. J'ai fait des recherches, des études très longues, de thèses, de recherche, et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi j'ai besoin de ce temps pour exister? Ok. En realidad, a nivel personal, él se dio cuenta que le necesitó mucho tiempo para madurar. Estudió un montón, el doctorado, y se preguntó por qué necesité tanto tiempo para darme cuenta de... Et le deuxième élément, c'est la rencontre avec l'Italie et avec le slow food, qui est créé en 1984 à Rome contre le fast food, contre l'installation d'un McDonald's Piazza d'Espagne. Ok. Entonces, es su necesidad del tiempo para saber todo lo que aprendí y después tiene que ver con este encuentro en Italia, en Roma, en 1984, con esta temática del slow food, cuando se abrió un McDonald's en Roma. Y él hace la diferencia entre el slow food y el fast food, este McDonald's, y lo que pasó. Après, c'est une prise de conscience, c'est une rencontre avec des personnalités
et notamment la rencontre avec un financier autour du développement durable, Xavier de Bézère, qui, lui, m'a éclairé en disant qu'il y avait deux modes humains de développement. Ok, y después fue un encuentro con una persona, un financiero especialista en el desarrollo sostenible, que esta persona, ¿cómo s'appelle-t-il ce monsieur? Xavier de Bézère. Xavier de Mézières. Y este hombre le dijo, le comentó que había en realidad dos maneras de desarrollarse, ¿no? Pensare il sviluppo en italien, de penser le développement. De Le premier, pensar el desarrollo, ¿no? O sea, que le premier tenemos dos modèle, Hay conceptos. dos conceptos. Tiempo. ¿Cómo te desarrollas? voilà. Sí, Tiempo sí, y sustentabilidad. sí. Donc, le premier modèle, c'est le modèle de conquête spatiale, c'est-à-dire un client, un entrepreneur veut manger un autre client, veut manger de l'espace, veut manger. C'est ce qu'il appelle un développement animal, c'est-à-dire que conquérir des marchés, c'est généralement conquérir un espace. Donc ça, c'est le premier modèle. Ok, el primer modelo sería, entre comillas, la conquista espacial. O sea, el hombre que toma esta dirección quiere comer, quiere desarrollar mercado. Eso sería la primera. Ça, c'est le modèle capitalistique du capitalisme industriel, né en Europe au 19e siècle et qui s'est développé et qui se développe et qui se développera encore. Okay. C'est le premier modèle. Eso es el primer modelo, el del capitalismo que se desarrolló en el siglo XIX, ¿no? Y que aún existe, ¿no? Ir a conquistar mercado consumidor, sea lo que sea. L'autre modèle qui l'oppose, l'autre modèle de développement est un modèle immobile, mais qui va dans les profondeurs. C'est le modèle végétal. Et ce modèle végétal, il est fondé sur le temps. Ok. Entonces, en paralelo, el segundo modelo es inmóvil, ¿no? Estás en tu lugar y te desarrollas en profundidad. Es el modelo vegetal, ¿no? Que va a ser más humano. Sí. Donc, oui. il y a un modèle horizontal, spatial, et un modèle vertical, temporel. Clarísimo, sí. Et cette évocation, là, je me suis dit, toutes les sociétés ont ce modèle de croissance potentielle sur la temporalité, sur les mémoires, le patrimoine, les gestes passés qui doivent nourrir le présent. Ok. Alors, ahí Marc Bayard se da cuenta que toda la sociedad tiene esta capacidad de crecer en ambos ejes, ¿no? Pero en profundidad, ahí eso significa ir a concientizarse de la memoria, ¿no? Del patrimonio, de los gestos de la identidad, ¿no? Tienes que hacer todo este trabajo. Et j'en terminerai par là pour la première question, c'est que le mobilier national que vous connaissez à Buenos Aires, puisque le mobilier national, ce sont les Gobelins, et les Gobelins, c'est la tapisserie des Gobelins, et en début du XXe siècle, nous avons offert une tapisserie des Gobelins à l'État argentin, et cette tapisserie est actuellement au Palais de la Présidence. On l'a fait restaurer. Et en fait, ce qui est intéressant au mobilier national, c'est qu'on fait de la création depuis 4 siècles avec exactement les mêmes techniques qu'il y a 4 siècles.
Alors, él dice que de algo sabemos porque él trabaja o asesora el mobilier nacional, ¿no? Que son los gobelins, estos tapistas, ¿no? Y los gobelins fueron creados bajo Luis XIV, hace 400 años. Y el Estado francés regaló a Argentina un gobelín que está hoy en día en la Casa Rosada. Ese gobelín es sobre San Martín, lo regalaron para el centenario de la Argentina y fue restaurado hace muy poco. Sí. Estuvo expuesto en el Museo Nacional de Bellas Artes. Es muy grande, está la figura del Libertador y bueno, tiene una impronta muy Art Nouveau. Bueno, y en realidad los gobelins siguen haciendo creación con el saber hacer de hace 400 años y hacen también cosas más actuales, ¿no? Más contemporáneas, pero con las mismas técnicas que se usaba hace 400 años. Cuando en su oportunidad, cuando lo mostraron acá en Buenos Aires, también lo trajeron acompañado de otros gobelinos actuales, por ejemplo, uno hecho por Seguí, por nuestro artista plástico Seguí, también había del artista chileno, bueno, había de Miró, había de Picasso. Pero fue de gobelinos. Sí, los trajeron, hicieron una muestra, también trajeron gobelinos del siglo XVIII. Había una muestra cuando devolvieron la restauración de ese. Fue realmente una oportunidad de conocer esos trabajos tan importantes que tienen justamente, bueno, y ese desarrollo en el tiempo. Francisco dit que quand vous avez ramené le gobelin avec le Saint-Martin dessus, ça a fait l'objet d'une exposition au Bellas Artes et que en plus de ce gobelin, il y en avait d'autres avec des thématiques sur Picasso, ¿no? Seguí, Seguí, Matra, que es chileno. Matra, que es chilien. Voilà. Voilà. Et en fait, l'essence de cette institution, c'est d'être dans le contemporain depuis 4 siècles. Et c'est cette philosophie du temps qui est intéressante dans le sommeil. Ok. La esencia de los gobelins es seguir creando hace ya 400 años, pero estar hoy en la contemporaneidad. Y eso es donde entendés esta temática del tiempo. Absolutamente. Parce que là aussi, il y a peut-être, pour simplifier, 2 modèles mondiaux sur les métiers d'art. Il y a le modèle japonais, qui considère que les métiers d'art ne sont qu'au service de la tradition, la laque et le lin, et le modèle, pas que français, mais qui est européen, qui considère que le métier d'art, il est au service du contemporain, de l'usage actuel. Sinon, c'est bien ça. Él dice que en los métiers, en la artesanía, en los métiers d'art, hay 2 escuelas. Hay dos vertientes. Hay la vertiente japonesa que dice que las artesanías, los métiers d'art, tienen que servir a la tradición, todo el trabajo de la laca, estas cosas. Pero, le kimono, le textile. Les kimonos, le textile, les techniques de kimono. Le textile, los kimonos, bueno, esto está al servicio de la tradición. Y mientras que en Francia y en general en Europa, los métiers d'art están al servicio de la contemporaneidad. Yo le quería preguntar, ¿qué valoración tiene en Europa justamente estos oficios, los métiers d'art, en este momento? Quelle est la valeur perçue des métiers d'art aujourd'hui en France? S'il y a de la part du consommateur, non? Alors, on revient de loin, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans,
c'était pas considéré. C'était considéré comme un métier de la main qui était sous-évalué par rapport au métier de l'intellect. Donc, en gros, depuis 150 ans, 80 ans, les métiers de la main en France étaient déconsidérés. Depuis 10 ans, on voit un très très grand intérêt pour les métiers de la main. Ok. Et, Alors. voilà, et ceci accompagné, et on reviendra certainement là-dessus, ce mouvement a été très accompagné par les métiers, les industries du luxe français, qui sont les plus puissantes au monde. Ok. Après, je vous demanderai pourquoi 10 ans. Pourquoi le 10 ans? En realidad, desde hace apenas 10 años, las profesiones de las manos, del saber hacer, tienen valor agregado, están percibidas lindo en Francia. Antes no, porque desde siempre hubo como las profesiones más considerada tenía que ver con la pintura, ¿no? El arte. Había dos artes. Había el arte intelectual, del bello, la pintura, l'opera, todos estos artes, y la artesanía menos. La utilería menos. Y el otro tenía mucho interés porque, no, le estoy preguntando qué pasó en estos 10 últimos años que la gente volvió a esta valoración. Ojo que la valoración también de la mano tiene mucho que ver con la explosión del lujo, ¿no? El lujo, todo el discurso del lujo valoriza el que lo hace, el artesano que lo hace. Nosotros desde la moda tenemos el concepto. Porque va a decir por qué pasó hace 10 años. Alors, juste avant de répondre à cette question, il faut juste voir que, comme en Argentine, on est prisonnier de notre histoire, on est la continuation de notre histoire, et cette distinction entre ce qu'on appelle en Europe l'intelligence et la main remonte à l'Antiquité, qui faisait une distinction entre les arts majeurs et les arts mineurs. Les arts majeurs, c'était les arts de l'intelligence, la mathématique, l'astronomie, les arts mineurs étant les arts de la main. Ah, en realidad, quizá me equivoqué, porque él dice que en realidad somos rehén de nuestras propias historias, ¿no? Y en la antigüedad se hacía una diferencia entre las artes de la inteligencia, que fue las matemáticas, la astrología, y las artes de las manos, ¿no? Entonces, desde hace mucho se piensa que los que son manual son menos inteligentes que los demás. Alors, pour répondre à la question de qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, vous savez, les avancées ne se font par crise. On n'avance que par des crises. Et la première crise qui a été terrible en Europe et aux États-Unis, peut-être chez vous, c'est la crise de 2008, la crise financière, qui a remis en cause fondamentalement le capitalisme financier et tous les métiers, toutes ces constructions intellectuelles. Et la deuxième crise, qui est prise de conscience plus récente, qui est la crise écologique. Ok. Alors, él dice que en realidad uno avanza cuando hay una crisis. La gran crisis en Europa fue la de 2008, con todo el despelote financiero y toda esta construcción del capitalismo se fue abajo, ¿no? Y hay que replantear qué queremos hacer. Y después la segunda crisis es la crisis écologique. Alors, on va avoir quelque chose de nouveau maintenant, après la crise du Covid et du confinement, ¿no? Si hablamos de crisis,
significa que vamos a ver aparecer algo grande, porque le monde a été secoué là. Hein? Les crises sont un moment de destruction, mais aussi et surtout de construction. Las crisis generan momentos de destrucción y también de construcción. Et donc, pour l'autre partie de la question, c'est que pendant ces 10 ans, en tout cas, surtout en France, pas trop ailleurs, mais même si ça a émergé, la création de nouveaux acteurs politiques et économiques de soutien à une dynamique de proximité. Et voilà. Je vais continuer après, traduisez. Ok, en realidad en estos 10 años también lo que pasó en Francia son la llegada de nuevos actores políticos y económicos y ecológicos, ¿no? Político y ecológico, o sea, y toda una política de proximidad, ¿no? Et il y a donc une concordance entre une politique publique, notamment du ministère de la Culture, avec la création de l'Institut national des métiers d'art, la montée en puissance d'acteurs privés de type fondation, très importante, la fondation Bettencourt-Schuller, les banques ont créé des fondations sur ça, et enfin, très important, surtout pour la mode, les industries du luxe, qui, comme vous savez peut-être, il y a les deux plus grandes puissances mondiales du luxe, c'est la France, l'Italie, et la troisième, c'est la Suisse. Ok, alors, estos actores, bueno, tenés una política de Estado con el Ministerio de Cultura y la formación del Instituto Nacional de los Métiers d'Art, de estas profesiones. Después tenés actores privados, fundaciones, que son también muchas veces bancos, y las industrias de lujo, que son las que usan esta gente, estos artesanos de primer nivel, y sabiendo que las industrias de lujo, el trío ganador es primer lugar Francia, después Italia y después la Suiza. Yo le quería preguntar justamente si dentro de esta valoración del lujo, si la alta costura francesa califica en este concepto slow made. Est-ce que la haute couture française califica, o sea, est-ce qu'on peut dire qu'elle utilise ce concept du slow made? Je pense pas. Forcément. Non, elle ne l'utilise pas en tant que telle. Alors, là aussi, j'ai un devoir de réserve, donc je n'évoquerai pas de marque, parce que je suis représentant de l'État français, mais il y a certaines entreprises qui parlent du temps, d'un point de vue marketing, et puis de l'autre qui l'appliquent réellement dans leur modèle de développement. Okay. Donc, ils ne parlent pas du slow made, mais il y a une marque emblématique de l'esthétique française qui est totalement dans la temporalité longue. Oui, alors, Marc no puede mencionar ninguna marca, ¿no? Pero hay marcas de lujo francesa que usan a nivel marketing todo el concepto de este tiempo. Algunas la aplican y otras no. Clarísimo. Otra consideración de lo artesanal en nuestro continente es que tiene una valoración muy distinta a esta valoración, ¿no? que hace Marc. Nosotros acá solemos tener como una subestimación sobre lo artesanal, por dos razones. Una es porque en muchos casos lo artesanal acá hay un origen ancestral en muchas de las técnicas artesanales, sobre todo con los pueblos originarios. Y por otro lado, porque lo artesanal también quedó asociado, tiene un resabio sobre la cultura hippie, y nosotros no tenemos asociado eso al lujo. Alors, c'est long ce qu'il vient de dire, mais bon, en gros, c'est qu'ici,
les métiers d'art ou l'artisanat n'est pas valorisé, si bien il y a un savoir-faire ancestral des peuples originaires, non? Mais l'Argentin voit dans l'artisanat quelque chose qui est plutôt hippie, non? Que haute couture ou, non, ou luxe. Mais je crois parce que il manque, pour être luxe, ahora, si je peux faire une petite parénthèse, voy a hacer una paréntesis chiquita, es que el lujo, en el lujo no solamente hay el arte, la artesanía, hay la innovación, hay el bello, hay el diseño. Y el problema es que a veces el artesano argentino se queda en una cosa de no innovar o le falta este toque de perfección, ¿no? Il manque ici quelque chose sur l'innovation. Et puis, sur le design, il y a des produits qui restent encore trop rustiques, même si on parle de la perfection de l'imperfection. Et ben, si les manteaux grattent, ben, ça va pas. Il faut quand même trouver non, la solution. C'était une petite parenthèse. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas la même perception ici de l'artisanat qu'on peut l'avoir en France. Alors, nous ne sommes pas un pays rêvé, on a encore cette image de l'artisanat, il reste encore cet esprit, mais surtout, il y a 10 ans, on était dans cette problématique de l'artisanat pittoresque. Et c'est un effort multilatéral de plusieurs acteurs qui a fait qu'en 10 ans, on a basculé dans autre chose. Ok. Él dice que hace 10 años estaban en el mismo estadio que nosotros ahora, o sea, este artesana pintoresco, ¿no? Y son todos estos actores, este instituto, las fundaciones, que hacen que en 10 años pasaron a otra cosa. Que se cambia el paradigma. Sí. Moi, j'aime bien comparer la question du design textile, du design de décoratif, j'aime bien le comparer à la nourriture biologique. Je ne sais pas où ça en est en Argentine, mais en France, le bio remonte il y a 30-40 ans, et il faut suivre les étapes de progression du bio, de la nourriture, pour comprendre les étapes successives. Oui, él hace el paralelismo entre l'artesanía, ¿no? Y la cultura de la alimentación bio. Hace 30 años no conseguías ningún lugar para ir a comprarte tus vegetales, tus frutos biológicos, ¿no? Hoy en París es una invasión. Hay solamente, es bio, en todo donde vas, hay bio, ¿no? Y entonces él dice que hay que mirar cómo está la gente, el consumidor hacia la cultura, yo quiero comer bio y sano, y ahí vas a ver el paralelismo entre la concientización o la valorización de lo que es artesanía. Artesanía. Yo le quería preguntar si tuvo la oportunidad de conocer nuestra herencia textil andina o precolombina en América, ¿no? Por ejemplo, los mantos de Paracas, prendas como los huipiles, bueno, que son realmente textiles donde uno se da cuenta que el tiempo tenía otra ecuación, porque por lo minuciosos que son, es obvio que llevaban muchísimas horas para ser hechos. ¿Tuvo la oportunidad? Est-ce que lors de votre visite en Argentine, vous avez pu voir du poncho, du textile avec les techniques andines, les motifs andins, les teintures? Est-ce que
vous avez pu, on vous a montré lors de votre visite des choses, et on voit vraiment le temps, enfin l'objet en soi transmet le temps qu'il a fallu à celle qui non, je ne sais pas comment on dit, fait la laine, et celui qui tisse en haut de la montagne où il fait 40 degrés à l'ombre en été, à 4000 mètres d'altitude. Est-ce que vous avez senti ça? Parce qu'il y a une énergie, il y a une histoire, il y a une tradition argentine très forte. Est-ce que... Donc, quand je suis venu, malheureusement, je suis resté 4 jours. Ah, Donc, j'ai pas pu voir, hélas, j'ai pas pu voir grand-chose. Mais ce que j'ai ressenti en venant à Buenos Aires, essentiellement, parce que je suis pas allé ailleurs, c'est comment dire, la magnifique stratification des temporalités, des histoires et des vécus. J'ai un peu vu Buenos Aires comme Rome dans une partie visible. À Rome, on sait qu'il y a des stratifications souterraines. À Buenos Aires, on voit des stratifications stylistiques extrêmement fortes, extrêmement identitaires. Le Paris haussmannien, le New York années 30, l'habitat plus traditionnel. Et on sent cette richesse qui est invisible, presque malheureusement invisible, mais qui demande qu'une chose, c'est ça, pour être réactivé. Ah, es muy interesante lo que dijo. Voy a ver si lo puedo transmitir. Él cuando vino a Buenos Aires se quedó 4 días, o sea, y se quedó en Buenos Aires, pero lo que él vio es esta tradición y estas estratos, ¿no? Del tiempo, porque así como en Roma hay cosas subterráneas, historia, modernidad. Él vio que en Buenos Aires tenés cosas colonial, cosas, parece París, algunas calles, hay como estas cosas de tiempo, y dice que esta ciudad tiene todo para brillar, ¿no? Para que se le toma la chispa, ¿no? Está ahí. Está ahí, enfin, hay una energía muy especial en Buenos Aires. Pero la prochaine fois que vous venez, il faut que vous vous rencontriez et puis il va vous faire voir toute la richesse, ¿no? Se van a tener que... Con mucho. Va a ser un gusto. A mí, yo quería preguntarle respecto de ese enunciado que ellos, ¿no? que apoyan sobre cómo trabajar el slow paint, que son el manifiesto, la investigación, el savoir-faire, la práctica sustentable. Nosotros, si eso está relacionado concretamente con la transmisión de los oficios, como nosotros lo entendemos, ¿no? ¿Cuál es ese manifiesto de los oficios en relación al slow paint? Ok, alors, finalement, il aimerait qu'on précise bien quel est le manifeste du SLOMED. Ici, ce manifeste est suffisant dans ce qui serait la passation du savoir-faire de génération en génération. Alors, on va peut-être prendre point par point ce que cela signifie, le SLOMED. On va y aller point par point, je traduis chaque point. Oui, alors je vais essayer d'être assez simple et résumer ce que peut être le slow-made en 3 points. D'abord, le slow-made, c'est un anglicisme faux, c'est pas un mot anglais, c'est une invention, et qu'on a traduit, qu'on a consciemment, non pas fait lentement, mais fait avec le temps nécessaire. Ok. Alors, él va a tratar de hablar del SLOMED en 3 puntos, pero antes de hablar de estos 3 puntos, quiere decir que el SLOMED, estas son palabras en inglés, pero es una invención, ¿no? Entonces, algunos lo traducen como lentamente, y no es lentamente. El SLOMED significa con
hacer las cosas con el tiempo necesario. No, no significa lentamente. Donc, ce n'est pas une qualité rapide ou lent, ce n'est pas une qualité de lenteur, pardon, c'est la qualité du temps qui peut être court ou très lente ou très longue. Ok, entonces no es lo haces rápido o lentamente, es la calidad del tiempo que vos necesitas para hacerlo. Exactamente. Eso c'est compréhensible, hein, porque... Le deuxième point, c'est un peu un slogan. Le deuxième point du slow made, ça serait de sortir de l'obsolescence programmée de la société capitaliste pour rentrer dans la pérennité programmée du monde écologique. Alors, el slogan del SLOMED sería salir de la perenidad, ¿no? Del perenne, de durar, de la durabilidad. Perduración. Sí, entonces salir de la perduración capitalista, que sí o sí es obsoleta, ¿no? Para entrar en lo que sería la perennidad La de permanencia. la ecología. Es un cambio de paradigma. Es un cambio. Donc, sortir Uno de... ya no va más y va a dejar de existir. Y entonces hay que entrar en una otra era. Donc, sortir de l'esthétique du jetable pour rentrer dans l'esthétique du durable. Salir de la estética del yo quiero, Desecho. del descartable, para entrar en la estética de la durabilidad. Claro. Bueno, es uno de los puntos del manifiesto que es la compra responsable, ¿verdad? C'est le développement durable, c'est ça? J'ai compris? Oui, l'achat responsable, c'est-à-dire acheter la qualité au lieu de la quantité non? Oui. Oui. Attends, porque hay un tercer punto. ¿Cuál sería el troisième point? Le troisième point, c'est le champ d'application des métiers d'art. Parce que quand on parle des métiers d'art, what is it? C'est quoi les métiers d'art? Le slow made fait une répartition en 3 catégories. Donc, la catégorie du sur-soi, donc tous les métiers d'art qui concernent la personne, les vêtements, la maroquinerie, les bijoux, les parfums, les produits de beauté, donc tout ce qui concerne la personne, première catégorie. Deuxième catégorie, le chez-soi, donc tout ce qui concerne l'intérieur de la maison et l'intérieur de la décoration, mais la décoration aussi dans les bateaux, dans les voitures, dans les automobiles, dans les avions. Donc, deuxième point. Et troisième point, ce que j'appelle le autour de soi. Donc tout ce qui concerne la ville, l'urbanisme, le déplacement dans la ville, le design urbain, tout ce que ces éléments-là qui peuvent intégrer, en tout cas en France on le fait de plus en plus, qui intègrent des métiers d'art et des matériaux qui ne sont plus uniquement des matériaux jetables. Ok. Bueno, ¿qué significa les métiers d'art? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de las profesiones que hacen? Entonces, hay 3 categorías. Él es sobre uno mismo, o sea, son la ropa, el perfume, las carteras, las joyas, los bijoux, ¿no? Todo lo que significa lo que me llevo sobre mi persona. Después hay todo lo que significa hacer cosas para su casa, chez soi, en mi interior. Los muebles, la decoración, ¿no? Todo eso. O sea, la gente que hacen sillas de madera o, bueno, todo lo que significa en tu casa. Y después hay
alrededor de mí, que es el urbanismo, el mobiliario urbano, tu manera de transportar la bicicleta, bueno, todo eso son entonces 3 categorías. Si tu profesión es desarrollar cosas para eso, es de eso que estamos hablando en esta charla. Una pregunta es, si La estas troisième cosas- catégorie, hein. Il y avait la troisième Comment? catégorie. Il y avait la La troisième troisième catégorie. catégorie, c'est l'urbanisme. Ah oui, oui, pardon, oui, oui, oui. Très bien, oui, oui, oui. yo te quería preguntar si estos conceptos van a ser solamente para una élite o él se imagina un escenario post-industrial donde esto sea el consumo habitual. Alors, ça va être pour une élite de personnes, ou est-ce qu'on peut imaginer que ça va inonder Alors, c'est une parce vraie qu'on parle question. pas, c'est plus de l'industriel. Est-ce que ça Oui. va quand même arriver pour tout le monde ou est-ce que c'est pour quelques-uns? C'est après les 10 ans passés de renaissance, je dirais que les 10 prochaines années, c'est l'enjeu du multiple. Comment on passe de la fabrication de l'unique à la fabrication du multiple. Et ce passage-là, je ne sais pas comment vous l'avez vécu en Argentine, mais nous, c'est apparu ces 2 dernières années avec le Covid, puisqu'on s'est rendu compte qu'on dépendait totalement de la Chine, donc du lointain, pour des choses extrêmement proches, donc on a besoin absolument. Donc tout l'enjeu de l'État français, qui injecte des milliards d'euros, est de relocaliser l'industrie, les PME, repenser la proximité industrielle, dont, on espère bien, les métiers d'art. Bon, alors, así como hay un renacimiento, ¿no? El objetivo, el desafío que ahora vamos a tener en los próximos años es pasar de la cosa única a su multiplicidad, ¿no? Es lo que vos decís, cómo pasas de algo chiquito a grande. En Francia, lo del COVID y del confinamiento y de todas estas crisis hizo saltar la situación que Francia estaba muy dependiente de China, que muchas cosas se fabricaban en China. Entonces, el desafío es repensar toda la productividad y relocalizar cosas que se hacían lejos en la proximidad. En la proximidad. Sí, sí. O sea, va a aparecer mucho, bueno, cuando hablábamos del bio, ¿no? La cultura bio también. Ya en Francia no les importa comer los tomates, si no es la temporada de los tomates, no quieren comprar los tomates de afuera. Comes cuando es la temporada. Vas a comer al productor que está cerca. La proximidad es un concepto muy importante en esta nueva era. Non, je disais que... Oui, j'ai compris. Vous avez compris. Mais l'enjeu, c'est aussi, en repensant la proximité, l'enjeu, c'est ne pas envisager l'enfermement. En Europe, nous sommes de plus en plus soumis à des tensions identitaires, d'enfermement identitaire. En tout cas, le slow made en tout cas moi, je ne le pense pas du tout comme un enfermement identitaire. C'est ce que j'appelle le local connecté. C'est-à-dire, on pense le proche, mais vis-à-vis du monde entier. Et ce que l'on fait ce soir est le meilleur exemple. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a une renaissance du Made in France. ¿Eh? Bueno, lo que dice es que si bien repensamos el comercio de proximidad, lo que se ve también, el peligro es encerrarte, ¿no? Y ahora es comprar francés si sos en Francia, ¿no? Y él dice que eso no tendría que ser, tendría que
ser pensar local, pero conectarte al mundo. Y una de las pruebas es lo que están haciendo hoy, que están conectando Francia. Ideas, Sí, estamos conectando ideas. Personnellement, Básicamente, personnellement, je ne suis pas pour le made in, parce que le made in, France, made in Italie, made in Argentina, c'est une mode de pensée spatiale, alors il faut créer une mode de pensée temporelle. Et le temporel, ça peut être, s'il faut faire venir de la production d'Argentine, du bois d'Argentine, s'il faut faire venir de la soie de Chine, il n'y a pas de problème. Donc moi, personnellement, en tant que sommet, la politique du made in, je n'aime pas. Et qu'est-ce que tu remplacerais par quoi, Made in? Je Tu préfère remplaces- un autre anglicisme où on dit le made in local, fait localement. Mais local, ça peut être une frontière d'un pays qui est juste à côté, qui est à 20 km, 30 km. C'est plus vertueux que dans le même pays, en Argentine ou en France, que d'aller faire venir un produit qui est à 800 ou 1000 km. Pour moi, ça n'a Ok. aucun sens. Ok. Alors, él no le gusta la palabra made in. ¿Viste? Made in China, made in Argentina, porque eso es el concepto, como lo hemos hablado al principio de esta charla, del desarrollo capitalista espacial, ¿no? Entonces, país. Entonces, él reemplazaría con algo similar, pero que no tiene que ver, que es el made in local. O sea, puedes hacer venir cosas quizá del país vecino, pero quizá no de 50.000 kilomètres. O sea, une petite question. Vous croyez que l'artisanat ou les objets ou la mode argentine pourrait avoir du succès en France? Oui, oui, parce que nous avons une fascination vis-à-vis de l'Argentine et de l'Amérique latine en général, mais de l'Argentine en particulier. Donc, oui, il n'y a aucun souci. Après, c'est pas simplement une étiquette. Il faut savoir raconter. Ça, c'est l'autre enjeu du slow made, c'est pouvoir la capacité, et souvent les artisans d'art ne savent pas le faire, c'est que vous n'achetez pas simplement du Made in ou de l'Argentine. Vous allez acheter d'une production locale parce que vous racontez un paysage. C'est la même chose en France quand vous allez goûter du vin de Bourgogne ou du vin de Bordeaux, où vous racontez un territoire. Et c'est ça l'enjeu, c'est de pouvoir être capable de créer du sacré par de la littérature, du mot. Et c'est ça qui se vend et qui se partage. C'est pas le fait qu'on soit Made in Argentine, Made in China, Made in... C'est ce qu'on appelle en mauvais français le storytelling. Oui. Bueno, eso es donde es lo que yo te decía, sí, lo que yo hice para la marca Manto. O sea, yo pregunté a Marc si había una posibilidad de vender moda argentina en Francia. Y él me dice sí, es lo que yo te decía. Pero lo que uno tiene que hacer no es solamente ir a proponer un objeto, un producto, un tapado. Tienes que saber contar una historia. Es el storytelling. Hay que contar una magia, hay que transmitir al francés la inmensidad de la Pampa o de Ushuaia y de los gauchos y de los perfumes. Y si vos sabes contar eso, podrás emocionar al consumidor francés, que busca comprar cosas distintas. Bueno. Clarísimo. Clarísimo. Bueno, es muy claro todo lo que nos ha dicho. Yo tengo miles de preguntas, se nos va terminando el tiempo. Tenemos 10 minutos más. Tenemos 10 minutos más. Bueno, abrimos que si nos quieren hacer preguntas, por favor, que nos pasen, así se las podemos transmitir a Marc. Y quizá también Lo que lo están haciendo, sí, agradeciendo muchísimo
esta charla y que los conceptos son clarísimos y enriquecedores. Bueno, les gens sont en train de dire qu'ils sont en train de remercier, ils adorent cette conversation et apparemment les concepts que tu nous as transmis sont très clairs. Donc, je suis bien, j'arrive quand même à transmettre. Le podemos transmitir esto. Nosotros tenemos una gran tradición en tomar cosas francesas y reproducirlas. De hecho, esta ciudad se parece en algunas partes realmente a París y y la moda la copiamos. Espero que esta vez copiemos, que tomemos estos conceptos y que aceptemos el desafío de desarrollarnos para abajo, de ser nosotros mismos, de tener nuestro entorno local y de poder realmente aplicar todas estas premisas desde donde podemos realmente estar bien posicionados para ser interesantes inclusive para ese mercado. Francisco dit qu'ici en Argentine, on a un amour, c'est une histoire d'amour entre la France et l'Argentine. L'Argentin adore la France, copie la France, tout ce qui vient de France. J'ai un problème. Non, c'est revenu? C'est revenu. Oui, alors il disait, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Alors Francisco disait, ça a toujours été un modèle, la France. Il espère que grâce aussi à son action à la Chambre, pouvoir être une chambre de résonance et pouvoir transmettre des concepts parce que l'Argentine a tout pour être bien placée dans cette dans ce nouveau paradigme, non? Alors, on va tâcher de faire les choses bien. Pour information, il y a plusieurs éléments qui pourraient permettre cette coopération. D'abord, vous avez un organisme en Argentine français qui est l'Institut français, qui est rattaché à l'ambassade. Et dans les IF, les instituts français, il y a le développement ce qu'on appelle des ICC, c'est des industries culturelles et créatives. Oui. Et le design, la mode sont des modalités d'action qui viennent d'être réaffirmées depuis 1 an ou 2. Donc vraiment, aller voir le correspondant culturel, le président, et dire voilà que vous voulez travailler avec le mobilier national, vous pouvez nous citer, donc ça, et les acteurs français. Donc ça, vous pouvez monter les choses, et il y a des financements pour ce genre de choses. Voilà, je vous laisse, je dirai les autres éléments. Elle disait qu'en realidad, acá hay el Instituto Francés, que está muy conectado con las industrias creativas de Argentina, ¿no? Son ellos que armaron el coloquio del lujo sustentable en el 2016. Entonces, si a vos te ocurre una idea especial, como director de la Cámara de Moda Argentina, podrías, yo lo conozco, acercarte del instituto y ver que hay posibilidad de tener apoyo financiero para hacer algunas cosas con ellos. Donc ça, c'est la première possibilité de coopération. La deuxième possibilité de coopération qui est en cours de fabrication, en France, on crée des campus qui rassemblent les acteurs de la formation professionnelle et design. Et nous accueillons un campus métier d'art et design, et ça va devenir un campus mode, métier d'art, design, qui va rassembler 10 000 étudiants, une trentaine d'établissements de tout Paris. Et ces campus-là, qui sont financés par l'État, l'enjeu, c'est d'avoir une relation internationale, un développement international. Donc, on pourra trouver des projets communs, notamment faire venir des designers argentins à Paris, faire venir créer aussi des métiers d'art, les faire venir pour qu'ils aient des bourses, qu'ils aient des relations. Donc, ces campus vont avoir un rôle très important.
À partir de quand ils vont être créés? Ils sont déjà créés. Nous, le nôtre s'appelle le Campus Métiers d'Art et Design Manufacture des Gobelins. Donc, il existe déjà. Il est sur essentiellement la décoration, mais le campus va devenir un campus de la mode aussi dans l'année prochaine. En fait, on demande des financements et donc ça va être un campus mode, métier d'art, design, le MOMAD. Et là, les coopérations internationales sont souhaitées et recherchées. Wow. Bueno, es una muy buena noticia lo que Marc está contando, porque están creando un campus Art and Design. de métier Non, d'art, c'est pas Versailles. de design, y pronto se va a agregar la moda. Reúnen como 10.000 personas y varias industrias de todo eso. Van a beneficiar de presupuesto y lo que están buscando, lo que van a buscar es relaciones internacionales y porque ahora la moda no estaba incluida y están pidiendo que en este campus moda también participe y se va a poder desarrollar distintas becas o distintas acciones para que diseñadores argentinos puedan ir a Francia o pueden capacitarse, o pueden, etcétera. Eso es una muy buena noticia que yo los invito a que se queden en relación, porque hay muchas ideas acá y a veces poca poca plata, poco dinero. Es una realidad, somos un país más pobre, pero hay muchas ideas y gente excelente, ¿no? Les partenaires de ce campus, les partenaires économiques, sont Louis Vuitton, Chanel, Hermès et l'Institut français de la mode. Donc c'est vraiment... Los partenaires de ellos son Louis Vuitton, Chanel, l'Instituto Francés de la Moda, el IFM, que son los partenaires de este campus que se está desarrollando. ¿Falta muy poco tiempo? Yo me conecté con Nunja, que él me propuso y tenemos un intercambio de cartas. Ah, sí. Bueno. De este campus de Artsana. Ah, bueno. Est-ce qu'il reste encore du temps ou vous avez une troisième chose à dire? Non, c'était juste pour dire qu'il y a deux campus sur Paris. Il y a le campus du Château de Versailles, qui est plutôt sur les métiers du patrimoine, la gastronomie et les arts du jardin. Et le campus des Gobelins, qui va être sur la mode, les métiers d'art et le design. Donc il y aura deux grands campus. Habrá dos campus. El de los Gobelins, que va a estar más sobre la moda, los métiers d'art, y habrá un campus en el Château de Versailles, más sobre todo las profesiones que tienen que ver con el patrimonio, la gastronomía. Entonces, en realidad, él, donde está, en los Gobelins, va a estar en directo, informado en cuanto a este campus de los métiers d'art et de la moda. C'est génial, génial. Et le troisième axe que vous pouvez, alors je ne connais pas l'ambassade d'Argentine à Paris, mais nous on est constamment sollicité par des États, le Canada, le Chili, le Qatar, la Corée. Ces ambassades-là portent le projet métier d'art de leur pays, afin d'être connus dans des événements qui sont très importants en France, comme le salon Révélation ou la Fashion Week ou autre. Donc il faudrait voir, alors ça c'est de la politique pure, c'est le ministère des Affaires étrangères argentin, mais c'est en termes de soft power et de destination touristique. Oui, en realidad hay que también ver los esfuerzos con Cancillería y con la embajada argentina en París, que muchas veces, bueno, es el caso de otros países, las embajadas sostienen proyectos que permiten promover la cultura o la moda o los métiers d'art de su país en Francia. Yo te quería preguntar si
¿Esto es solamente privados o es parte de una política de Estado? Non, c'est politique d'État. Es una política de C'est- Estado. Les campus, il y a aussi des fonds publics ou c'est que les partenaires que vous m'avez mentionnés? C'est les deux, justement. C'est les deux. Ce sont les régions, là c'est la région Île-de-France, c'est le ministère de l'Éducation nationale, parce que c'est des systèmes c'est des établissements de formation. Ensuite, c'est un établissement du ministère de la Culture, c'est-à-dire nous, et après, des partenaires privés. Parce que l'important, c'est que ces formations servent servent les industries du luxe, en fait. Il faut former. En France, on a besoin de 20 000 postes dans les industries du luxe par an dans les 5 ans qui viennent. Dans les 5 ans qui viennent, chaque année, les industries du luxe ont besoin de 20 000 personnes. Wow, bueno, otros datos, mira, qué bueno esta charla. Estos campus en realidad están financiados por instituciones públicas, ¿no? La Educación Nacional, el Ministerio de la Cultura y con también algunos partenaires privados, como lo que yo les mencioné, Louis Vuitton, Chanel, etc. ¿Por qué? Porque necesitan formar gente, porque solamente con las industrias del lujo, en los 5 próximos años se necesita 20.000 personas que sepan trabajar estas profesiones de lujo. Hay una pregunta que nos mandan que tiene que ver con estas. Dice, ¿cree que la actividad artesanal debería estar como materia en las escuelas para seguir transmitiendo a las nuevas generaciones nuestras raíces? Est-ce que l'artisanat devrait être, est-ce que c'est une matière qu'on devrait enseigner à l'école je crois. Non, non, c'est une question très importante encore. C'est plutôt une pédagogie. Alors, je ne sais pas quelle est la situation en Argentine, mais c'est une pédagogie du faire, F-A-I-R-E. C'est la sensibilité, c'est à la fois une sensibilité esthétique et une sensibilité à la capacité du faire. Et ça, on est de nombreux acteurs à créer des ateliers pédagogiques. Mais ce n'est pas l'école en tant que telle, c'est plutôt une pédagogie culturelle autour de retrouver la dimension corporelle de la fabrication. Ok, es claro, es una pedagogía cultural del hacer, de la transmisión, sí, más que algo que lo enseñas en la escuela, ¿no? Es más general. Es, bueno. Et il y a un événement que l'on fait, qui est français, mais qui est européen, mais qui pourrait être fait par l'Argentine et élargir, c'est les journées européennes des métiers d'art. C'est-à-dire, pendant 3-4 jours, au mois d'avril, tous les ateliers sont ouverts et accueillent tout public. Donc, c'est coordonné par l'Institut national des métiers d'art, mais ça, c'est peut-être une initiative pour justement sensibiliser le public au savoir-faire. C'est organisé, on commence par une journée, peut-être sur Buenos Aires, et petit à petit l'élargir. Des entreprises peuvent être très intéressées par ça. C'est l'ouverture des ateliers pour sensibiliser au savoir-faire. C'est ce qu'on appelait les journées particulières? Non, ça, c'est les journées particulières, c'est Louis Vuitton qui a piqué sur le modèle public. Ah. Mais okay. C'est la même chose, mais eux, ils ont pris le modèle, c'est les journées européennes des métiers d'art existent depuis 20 ans. Okay. Donc, eux, ils le font uniquement sur leurs ateliers à eux, ce qui est légitime, mais les journées des métiers d'art, c'est tout type d'atelier sur tout le territoire qui ouvre les ateliers pour recevoir du public. Ok. Alors, existe desde hace 20 años los días, les journées del savoir-faire, del saber hacer en Francia. Entonces, durante estos días, los talleres de los artesanos, que los grandes, lo abren al público para que el público vea, se sensibiliza. Hay todo un trabajo que está hecho desde hace años, que eso se podía también pensar. Lo que pasa es que a veces, sí, a veces los talleres están en lugares que no son muy amigables, pero abrir, en realidad es
Como hay el Día del Patrimonio o el Día de los Museos, bueno, mostrar los talleres y hacer toda una movida así. Es muy interesante. Tenemos que ir terminando. Sí, on va devoir Lamentablemente. conclure, on pourrait parler pendant des heures. Hein? Tout à fait. Tout à fait. Marc, muchísimas gracias. Merci à vous. Et vous êtes la bienvenue à Paris. À l'occasion, on peut vous organiser des visites, des choses, donc vraiment avec grand plaisir. Et vraiment, n'hésitez pas, je crois, à passer par l'Institut français. Oui. Les conseils culturels, ça peut être une bonne entrée pour les relations bilatérales. Ok, très bien. Muchas gracias. Ha Merci. sido un verdadero lujo, un lujo sustentable. En este caso, este encuentro muy valioso para nosotros, nos ha realmente engalanado este encuentro latinoamericano y nosotros te agradecemos muchísimo, Marc. Muchas gracias. Merci. À bientôt. À bientôt et au plaisir. Au revoir.